Bonjour à tous, hyper content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Backpacker et plus précisément en tête-à-tête. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité que j'adore, que je connais personnellement via un club dont on parlera dans l'interview. J'ai le plaisir de recevoir Wilfried Garnier. Salut Wilfried, comment ça va ? Salut Thibaut, merci de me recevoir, c'est hyper sympa de ta part, c'est moi qui ai beaucoup de chance. Ah bah non, c'est nous qui avons beaucoup de chance parce que tu es quand même une boîte aujourd'hui... tu as une boîte qui s'appelle Superprof, on en parlera Absolument, après. Tout à fait, ouais. Qui est une boîte de rêve, qui passe à la télé. En tout cas, de mes rêves, voilà. Tu es le fameux gagnant, on en parlera aussi, du award du winner bootstrap de l'année. Le meilleur castor de l'année, le meilleur castor de l'année, oui. Voilà, le meilleur castor de l'année. Bref, donc pour nos auditeurs, je vous remercie d'être aussi fidèles. Vous étiez de plus en plus nombreux à nous suivre au quotidien. Alors là, on change un petit peu. Le dernier en tête-à-tête, c'était du coup avec Mathieu Stéphanie qui revenait sur les coulisses de Génération Do It Yourself. On en parlait juste avant, de la martingale, des audiences. Aujourd'hui, on va adresser un profil vraiment d'entrepreneur. C'est à la base, le backpack, ça a été pour promouvoir l'entrepreneuriat et faire en sorte que toutes les générations product et tech qui nous suivent dans les autres émissions que vous connaissez aient envie de créer leur boîte. Aujourd'hui, je pense que t'incarnes, Wilfried, un peu le succès entrepreneurial français, un peu. Alors, c'est gentil de me dire ça, c'est hyper sympa Thibaut, effectivement, mais écoute, non, le succès, ça sera dans quelques années, on verra où on en est, parce qu'aujourd'hui, c'est en pleine croissance, Superprof, c'est une équipe formidable avec avec 3 bouts de ficelle, on arrive à construire quelque chose, mais on n'est pas encore au succès, on a encore tout à construire, à découvrir et effectivement à se lancer dans tous les pays du monde. Mais oui, effectivement, l'entrepreneuriat, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis que je suis né. C'est-à-dire que moi, je rêve d'être entrepreneur depuis que je suis né. C'était vraiment un espèce de rêve, tu vois, un peu... moi, je suis fils d'enseignant, ma maman était mère au foyer, et l'entrepreneur, du coup, comme je n'en avais pas autour de moi, je l'ai un peu fantasmé. C'est-à-dire que j'imaginais l'entrepreneur comme... un héros des temps modernes qui allait partir à l'aventure sur un bateau avec son équipe, qui allait construire son modèle économique, qui allait vivre en totale liberté, tu vois, c'était un peu ça. Et cette image d'entrepreneur, ça m'a toujours effectivement fait rêver. Donc voilà, d'ailleurs, ça m'intéresse, j'allais démarrer par ça. Toi, ton enfance, donc du coup, tu as un petit peu situé. C'est quoi, tu vivais où? J'ai vu que tu étais ingénieur en documentant un petit peu. Voilà. C'est quoi un petit peu le parcours? J'aime bien un petit peu remettre le filtre sur... Non, moi je suis le fils aîné d'une famille de 3 enfants. J'ai un petit frère et une petite sœur. Enfance très heureuse, avec un papa enseignant et une maman mère au foyer. Voilà, on habitait en 78, au Clé-sous-Bois. Voilà, enfance très heureuse, et j'avais une grande chance, c'est que j'étais pas trop mauvais en maths. Donc quand t'es pas mauvais en maths et que t'es pas très discipliné, globalement l'école ça se passe bien. Voilà. Et donc écoute, bon an mal an, moi j'ai fait mon petit parcours, mon petit bonhomme de chemin. J'ai rencontré mes meilleurs amis que j'ai aujourd'hui en seconde au lycée Jean Villard à Plaisir. Et qu'on embrasse. Voilà, Banette, Lamano, Banette, Tristan, Coco et Mathieu, voilà mes meilleurs amis d'enfance. Bisous. Et donc voilà, puis après Maths Sup, Maths P, école d'ingénieur. Voilà, donc vraiment parcours classique. Et après école d'ingénieur, qu'est-ce que tu fais ? Du coup, tu veux bosser dans les grands groupes parce que t'as été entouré de gens qui te disent que les grands groupes c'est fabuleux, que tu vas baigner ta vie, tu parles de rémunération, de salaire et compagnie. Et donc je commence tout naturellement chez KPMG à Ernst & Young. Je tiens 4 ans quand même, 4 ans où je suis un gentil collaborateur, mais l'envie de monter ma première boîte est plus forte que moi, et donc je lance ma première société avec un associé 4 ans après avoir fini mon école d'ingé. Hyper intéressant, sur cette période justement où tu es bon en maths, tu te poses pas trop de questions, c'est un peu la voie royale. Tu ressens déjà un petit peu au fond de tes tripes un peu ce côté, tu parlais là de navire, c'est une aventure. Oui. Avec tu ressentais déjà ce truc-là? C'est venu après, une fois que tu étais chez KPMG et que tu faisais un peu pas chier, mais... Non, je ne vais pas te dire, mais là j'ai revu des anciens amis de 4e, 3e qui me disaient, mais déjà à l'époque, tu parlais de monter ta boîte, mais... Tu vois, tu en parles un peu comme un truc que tu sais pas vraiment ce que c'est. Quand tu dis, tiens, je vais faire un tour du monde, tu vois, t'imagines plein de trucs. Et là, moi, je parlais de monter ma boîte. Moi, si tu veux, dès que tu me parlais d'un capitaine d'industrie, quelqu'un qui avait monté une boîte, le mot start-up commençait un peu à démarrer à l'époque, mais je rêvais. Mais tu vois, c'était fantasmé. Ok, ouais, fantasmé. Tu savais pas si un jour ça se matérialiserait. Non, mais tu vois, il y avait ça, il y avait aussi, moi, j'adore gagner de l'argent. Donc, gagner de l'argent, c'est quelque chose vraiment qui voilà, gagner...
produire un service, faire quelque chose et avoir de l'argent en retour, c'est quelque chose qui m'anime. Donc déjà à l'époque, moi je montais plein de petits projets. J'ai vendu tout ce que tu pouvais imaginer. J'ai fait de la boulangerie, j'ai fait du lavage, je faisais du ménage. J'avais même embauché des amis à moi. J'ai embauché mon frère. On a monté une petite équipe. Enfin, je montais plein de petits projets comme ça qui me permettaient d'avoir du service et d'avoir gagné en autonomie. Ok. Je précise pour nos auditeurs, quand tu dis je gagnais de l'argent, d'ailleurs c'est marrant de l'indiquer comme ça, on pourra presque en reparler un petit peu après si on a le temps. C'est, vu qu'on se connaît un peu, j'imagine c'est pas tant le d'accumuler de l'argent dont tu veux parler. Alors, c'est le côté réussir à alors offrir déjà, un service et... Quand je dis gagner de l'argent, c'est pas pour moi. C'est-à-dire que moi, j'aime bien que ma boîte gagne de l'argent. C'est-à-dire que c'est vraiment ça que je veux. Parce que, en fait, la meilleure façon de rêver une société, encore une fois, puisqu'on est dans le rêve, tout ça et tout, c'est de faire grossir sa société. Moi, j'ai besoin que la société grossisse parce que j'ai envie d'apprendre plus de choses. Plus la société grossit, plus tu apprends, plus tu recrutes, plus tu as des ambitions, plus c'est chouette, en fait. Et voilà, moi, j'ai envie que ma boîte grossisse. Et également les rêves. Moi, j'ai vraiment Superprof, c'est la boîte de mes rêves, mais c'est aussi une boîte qui me fait rêver. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de me lever le matin et de rêver. Et c'est vrai que tu ne rêves pas de la même façon quand tu as une boîte qui fait 1 million de chiffre d'affaires que quand tu as une boîte qui fait 10 millions de chiffre d'affaires. Les rêves sont plus grands, tu vois. Moi, je me serais là aujourd'hui, cette année, tu vois, on se lance en Chine. J'ai attendu 9 ans avant de me lancer en Chine. Avant, c'était impossible de se lancer en Chine. C'était beaucoup trop grand pour nous, beaucoup trop dur, beaucoup trop de moyens financiers à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, tu vois, on peut rêver de voir un Superprof en Chine. Voilà. Okay. Donc c'est pour ça que je disais, quand j'aime bien gagner de l'argent, c'est que la société grossisse en fait pour pouvoir non mais bien sûr. Et rêver mieux, rêver plus grand. Je faisais exprès de le préciser parce que derrière ça reste. Et mais c'est important. Mais c'est hyper important parce qu'il y a le côté en France, on n'ose pas dire déjà dire j'ai envie de gagner de l'argent. C'est un peu mais parce qu'on fait l'amalgame avec l'argent personnel. Voilà. Déjà, mais surtout, moi, je suis content d'avoir cette compétence et cette qualité parce que effectivement, en fait, l'argent est comme le nerf de la guerre d'une société. Pour qu'une société ça se passe bien, pour vraiment que il faut que l'équipe soit heureuse et tout, et que on vive de beaux projets. Évidemment, la notion d'argent, la notion de trésorerie, c'est quelque chose, dont c'est la responsabilité du CEO. Il faut qu'il y ait toujours de l'argent dans les caisses. Et après, il y a déjà tellement de projets et tellement de difficultés. Et là, moi, je vais sur, je fais une petite digression, mais sur notre aventure entrepreneuriale, je dis souvent à nos équipes, nous, on a un business où, globalement, on va passer du temps et on va vendre des compétences chez nos clients. Et donc, du coup, je dis à tous nos consultants, n'hésitez pas, il ne faut pas avoir peur d'augmenter nos prix et d'en être honteux, entre guillemets, ce n'est pas un gros mot, parce qu'en gros, plus nos TJM vont être hauts, plus on va être en capacité à augmenter bien les salaires, on va pouvoir faire de la croissance, de la formation, investir en entreprise, investir dans les locaux. Je sais, non mais c'est... Et d'ailleurs, je pense qu'il y a plein d'entreprises, notamment là, je pense plus aux grands groupes qui peut parfois l'expliquent moins. C'est cette... on voit un peu le côté capitaliste aussi d'une boîte qui va gagner de l'argent, parce qu'en fait, c'est plus expliqué. Juste de dire... On gagne de l'argent, elle va être investie aussi, c'est pas que pour des actionnaires. C'est pour ça, tout à l'heure tu parlais du bootstrap. Nous on est une société bootstrappée, c'est-à-dire qu'effectivement on n'a pas fait lever de fonds, on vit avec notre propre argent. Donc t'imagines bien que c'est parce qu'on gagne de l'argent. C'est pour ça que c'est un focus très important de gagner de l'argent, parce que c'est comme ça qu'on est indépendant et qu'on est autonome, tu vois. Donc je t'ai coupé, mais du coup, EY, 4 ans. Voilà, 4 ans de conseil. Et après, je lance ma première société. Première société. Avec Loïc de Kerdrel. Oh, je vais avoir 25-26 ans. Okay. Tu vois, avec Loïc de Kerdrel qu'on embrasse, qui est mon mentor, celui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier et qui m'a dit allez, lance-toi en entrepreneuriat. C'était la première fois que je rencontrais un entrepreneur. Voilà, donc on s'est associés pour monter une boîte de publicité sur internet et j'aime bien l'image du mec qui était dans l'eau et moi j'étais accroché au pont, tu vois, j'osais pas sauter dans l'eau parce que se lancer dans l'entrepreneuriat alors que t'as ton espèce de salaire de consultant, t'as ton espèce de carrière, ça et tout. Et lui, il me disait toujours mais moi j'étais dans l'eau et je disais à Wilfried saute, elle est bonne, saute. Et donc, grâce à lui, j'ai franchi le pas. Et là, une fois que tu découvres la liberté, le rêve, recruter des gens, monter ton équipe, ça, c'est fabuleux, l'entrepreneuriat. Tu t'as sauté, donc tu étais libre, etc. Mais tu t'es senti en risque ou pas quand tu as fait ça? Tu sentais le côté risque? J'étais... Non. T'étais jeune? Non, j'étais jeune, j'étais beau, je suis ambitieux. Non. Toujours. Non, je plaisante. Non. Écoute, l'attrait de la nouveauté m'a fait oublier qu'il y avait du risque. Et puis, le risque, c'est toujours... moi, je pense que je mesure bien le risque et puis surtout, j'ai une forte propension au risque. Tu vois, moi, j'aime bien. Tu vois, je suis quelqu'un qui tente des choses. Donc, non, l'attrait de la nouveauté, l'envie de lancer un projet, l'envie de construire quelque chose, ça m'a fait complètement oublier le risque. Était quoi le risque de ne plus avoir de salaire, quoi.
Oui, en fait, c'est ça. Je pense qu'il y a énormément de jeunes qui se lancent ou qui n'osent pas se lancer, justement, qui en fait voient que le côté putain, je vais bouffer des pâtes, je vais pas partir en vacances. Déjà, les pâtes, c'est très bon. Et puis surtout, rien ne vaut se nourrir intellectuellement. Ouais, je suis d'accord. Et donc, première boîte, si je dis pas de bêtises, au bout de 4 ans, c'est un succès. Enfin, c'est-à-dire que alors, c'est un succès. Je sais pas si c'est un succès, mais j'ai du mal à dire que c'est des succès à chaque fois les trucs, mais je travaille sur le sujet. Non, au bout de 4 ans, en fait, si tu veux, mon associé, lui, il est parti sur un autre projet. Moi, ma boîte, je vis de mon côté. Et donc, en fait, spontanément, je vais le voir et je lui dis, bah écoute, moi j'ai 60% de la boîte, toi t'as 40%, écoute, je vais te racheter tes parts. Voilà, mais naïvement, tu vois, on se retrouve, c'est Ginette de la Côte d'Azur, au-dessus de la place de Clichy, dans un bar, et je lui propose, tiens, je vais te racheter tes parts. Et c'est là qu'il me dit, ah, ça m'embête. Non, j'ai d'autres idées, laisse-moi y réfléchir. Et c'est comme ça qu'il revient une semaine plus tard et qu'il me dit, non, je vais te racheter ta boîte intégralement et tu vas venir associé numéro 2 de ma société. Et c'est comme ça que je me fais racheter ma boîte et il m'intègre à son groupe et je deviens directeur général du groupe Adverline, qu'on cotera sur Alternex, qui sera en bourse, on rachètera Société.com. Enfin, tu vois, il y a toute une aventure après qui découle, mais c'est ça l'aventure. Donc il me rachète pour m'intégrer au groupe. Ok, d'accord. Donc ça, c'est une période de vie qui dure combien de temps? Alors, 2 ans. 2 ans parce que, en fait, moi, je suis un entrepreneur. Je suis pas, la boîte, elle avait 200 personnes. Je suis pas un DG. Il y avait beaucoup de gestion. Il y avait des fonds. J'étais minoritaire. J'étais pas le plus patron, tu vois. Il y avait plein de cultures d'entreprise. Il y avait beaucoup de build-up qui a été fait. Donc, les cultures d'entreprise différentes qui correspondent pas aux miennes. Et donc, j'ai voulu reprendre ma liberté et me relancer dans l'aventure. Okay. Donc, ça a duré 2 ans. 2 ans voilà, de gestion, puis il y avait un earn-out, on avait fait un deal en disant qu'il fallait qu'on reste, et ça et tout. Donc, mais au bout de 2 ans, ouais, j'ai voulu repartir à l'aventure. Ok. Ça, souvent, les multi-entrepreneurs qu'on a reçus parfois, qu'est-ce que tu retiens de cette première expérience? Tu ressors de cette expérience avec un peu pas des recettes, parce que ce serait trop facile, alors, mais des enseignements? Ouais, non, je sors de là avec une confiance en moi où je me dis, ça y est, maintenant je sais monter une boîte. Je sais gérer une boîte, je sais créer une boîte. Donc maintenant, je vais faire plus que ça. C'est ça l'enseignement que j'ai eu. Avant, tu vois, j'en avais jamais monté, j'en avais jamais créé. Là, maintenant, c'est bon, je savais créer une société. Ouais, tu te dis, je redeviendrai jamais voilà, j'ai gagné. Voilà, okay. Non, impossible. Et lui qui disait un truc assez marrant, c'est pareil, là, le risque, c'est un muscle, ça s'entraîne. C'est-à-dire que plus tu prends des risques, plus t'as pas peur d'en prendre, plus tu peux prendre des décisions très importantes très rapidement. Toi, c'est un entraînement, le risque. Et donc, moi, je m'étais bien entraîné au risque. Donc là, tu vois, maintenant, c'était ça. Et pour moi, c'était assez simple de dire, tiens, je relance un projet. Et donc, ce que j'ai fait après, d'ailleurs, quand je suis parti d'Adverline, je suis parti aux États-Unis, faire la côte ouest et la côte est, en me disant, tiens, je vais trouver là-bas mon prochain projet. Voilà. Et quand je reviens des États-Unis, j'ai une idée complètement saugrenue, qui ne correspondait pas du tout à ce que j'aimais, mais je voulais me lancer dans l'immobilier. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, ok. Alors, je pense que là, du coup, pour nos auditeurs, c'est important. C'est cette idée saugrenue de l'immobilier qui t'a amené justement à Superprof. Oui. Parce que, en fait, pourquoi je dis saugrenue? Parce que, en fait, je vais aux États-Unis et je me dis, tiens, qu'est-ce que j'aime bien faire et en quoi je suis bon? Tu vois, j'essaie de faire une espèce d'auto-bilan de compétences et je me dis, tiens, j'ai l'impression que Et tu te dis quoi, justement? Je me dis 2 choses. J'ai l'impression que je suis pas trop mauvais commerçant. Tu vois, j'aime bien acheter, j'aime bien vendre. J'aime bien négocier. J'ai l'impression que je ne suis pas trop mauvais là-dedans. Et le produit que j'aime bien, l'immobilier. Donc, je me dis, tiens, je vais revenir à Paris, je vais faire marchand de biens. Et donc, je fais marchand de biens, je fais une opération et c'est tout ce que je déteste. C'est-à-dire que, en fait, moi, je ne suis pas un homme de coups. C'est-à-dire que je n'aime pas passer du temps pour construire un truc, le vendre, avoir une plus-value et recommencer à zéro. Moi, j'ai besoin de construire, puis j'ai besoin de monter une équipe. Je suis plutôt... tu vois, quelqu'un qui aime bien avec un gang, on est plutôt un gang, on est une équipe, on est une team, tu vois, on est très soudés, j'ai une meute ensemble, tu sais, on est capable de faire plein de trucs. Là, c'est des trucs vachement seuls. Donc voilà, donc je reviens, je fais ça. Et donc, comme je me rends compte que l'immobilier, c'est quelque chose que j'aime bien, mais que marchand de biens, pas du tout, j'essaie de construire un truc avec plus de pérennité, tu vois. Et donc, je construis de la location meublée professionnelle, à savoir, j'achète, je refais et je loue. Et je finance. Et j'industrialise. Et moi, comme je suis un ingénieur de formation, j'avais fait des process dans tous les domaines pour industrialiser un peu l'achat d'appartements, trouver les appartements, les sourcer, les refaire, les acheter, les financer, les louer. Tu vois. Et donc, j'ai industrialisé le process. Et donc, j'en ai acheté quelques-uns comme ça.
Et Airbnb débarque. Et je découvre Airbnb. Quand tu dis quelques-uns, c'est quoi? C'est quelques opérations, quelques dizaines, ok, ouais. Ok quand même. Ouais. Et là, je découvre Airbnb. Et je trouve ça fabuleux. Brian Chesky, je me dis, c'est l'idée que j'aurais dû avoir. L'idée de créer de la confiance entre deux individus qui, à l'autre bout du monde, ont assez de confiance pour se prêter un appartement, c'est quand même l'idée du siècle, quoi. Et je me dis, putain, il faut que je fasse ça pour l'éducation. Là, il faut que je crée le Airbnb du prof particulier. Créer de la confiance. Ok, vraiment, le secteur éducation, ouais. Tu t'es dit d'un coup, je vais le faire, mais sur l'éducation. Alors, j'avais déjà monté un petit site internet, un site de petites annonces de cours particuliers il y a très longtemps. Ça m'avait bien plu. J'ai également, moi, sponsorisé toutes mes études en donnant des cours particuliers et j'ai trop kiffé donner des cours particuliers. Donner des cours particuliers, c'est génial. Donc, toi, j'avais fait... prof de maths. Ah, bien sûr, prof de maths et de physique. Et donc, j'ai toujours bien aimé ce truc-là. Et donc, je me dis, il faut faire un... Tu vois, aujourd'hui, quand tu cherches un prof particulier de quelque chose, tu n'as pas beaucoup d'alternatives. Donc, je me dis, je vais créer vraiment le Airbnb du prof particulier dans l'éducation, avec les meilleurs profs du monde, un algorithme de tri, de matching, avec des recommandations, des avis. On va s'aider de la communauté. Et si je le fais, par contre, je le fais à l'international. Ok. Alors, en me replongeant un petit peu dans la préparation de l'émission, moi, ça correspond, je pense, à peu près peu ou prou au début de Superprof. Pour faire justement du cours particulier, c'était la boutique qu'il y avait en bas de chez toi. Alors, je pense qu'il y avait quelques noms qui ressortaient, je les ai plus en tête là, mais tu allais dans une agence qui avait des profs, c'était très local en fait. Les gros organismes, tu parles? Ouais. Alors, moi, quand j'ai commencé, mais aujourd'hui encore, si tu veux, il y a une alternative, enfin, il y en a 3 maintenant parce qu'il y a Superprof, mais il y a soit les gros organismes, donc tous les gros noms qu'on connaît, qui font de la pub à la télé, qui t'envoient un professeur, tu ne choisis pas ton professeur, ils te l'envoient et ils prennent une grosse commission. Et en te prévendant beaucoup d'heures de cours, donc ça c'est le modèle à l'ancienne. Il y a les sites de petites annonces, tu vois, où tu vas avoir un prof de maths qui est vendu entre une camping-car et une machine à laver. Bon, aucune qualité. Et nous, on a essayé d'avoir... Le Bon Coin, ça peut être bien sûr. Un concurrent, ouais, bien sûr. Ouais, okay. Bien sûr. Des sites, t'as des annonces pour des cours particuliers. Ouais, okay, absolument. Mais comme je te dis, tu as un prof de maths, un prof de guitare qui est entre une machine à laver et un camping-car et tu as un 0,6 de quelqu'un. Aucun retour d'expérience. Donc nous, on s'est dit, on va prendre le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on va prendre la facilité d'avoir le moteur de recherche où tu vas être tout à disposition, on va mettre à disposition les meilleurs profs et tout le système d'avis, de recommandations, on va vérifier les diplômes, vérifier les identités pour permettre aux élèves d'avoir la crème de la crème. Et aujourd'hui, notre promesse, c'est ça, c'est de trouver le professeur parfait. Donc, pour que l'élève, en fait, il trouve le professeur parfait pour lui. Parce que on est parti du principe, si tu veux, que pour que ça marche bien une relation entre un prof et un élève, il faut que l'élève, il choisisse son professeur. Ça, c'est très important pour nous, tu vois. Et que le prof accepte la demande de cours. Il faut qu'il y ait une alchimie qui soit créée entre le prof et l'élève. Si demain, il y a un prof qui vient chez toi, tu peux pas le blairer, tu l'aimes pas, il a une méthode qui te va pas et compagnie, tu vas galérer, tu vas souffrir. Nous, on veut que l'apprentissage, ça soit très bienveillant et que tu sois galvanisé par ton prof. Tu vois, moi, j'ai été transformé par un de mes profs de physique, Monsieur Everard, quand j'étais au lycée Buffon en maths sup. Un mec, il m'a galvanisé, c'est-à-dire que j'ai bossé pour lui parce que j'avais envie qu'il soit fier de moi, j'avais envie, tu sais, qu'il me dise, putain, Granier, bravo, c'est top. Et tu vois ce que je veux dire, un prof, ça te change la vie. Un bon prof, soit un prof que tu kiffes, ça te change la vie. Mais par contre, un prof qui te tape dessus, qui est horrible avec toi, qui te punit, qui a une méthode, qui t'ennuie, ça te pourrit la vie. Donc nous, tu vois, on s'est dit, il faut que l'élève, il choisisse son prof, et il faut que aussi le prof dise, il choisisse son élève, et on va créer une alchimie entre les deux, et c'est de là que va naître, tu vois, la surperformance. La surperformance va naître du fait qu'on va kiffer ensemble, tu vois, et je vais être trop fier de bosser avec mon prof. Ok. Alors, du coup, là, tu es au moment où tu switches entre le Airbnb, enfin, tu te dis, je vais faire le Airbnb de l'éducation. Du prof particulier, de l'éducation, si tu veux. Comment, j'allais dire, toi, un peu tout seul, enfin, là, du coup, tout seul. Tout seul dans ta tête. 100% tout seul. Non, mais, ouais, 100% tout seul. Je suis toujours tout seul dans ma tête, hein, quand même. Tu te dis, ok, je vais monter quelque chose qui va être ambitieux. À l'époque, il n'y a rien qui existe aux States, j'en sais rien, en Chine. À l'époque, mon ambition, c'est de monter une boîte qui, si je fais 1 million de chiffre d'affaires, qu'on est 10 et qu'on est en Europe, et que je me paye un salaire d'ingénieur classique, j'ai réussi ma vie. Okay. C'est ça mon ambition. L'ambition est... Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai pas une ambition folle, mais par contre, j'ai une ambition de faire un truc de qualité. Donc tout de suite, en fait, notre algorithme, il est quand même super sévère pour les profs. Attends, tu vas trop vite. Donc c'est une plateforme. Ouais. On a parlé un peu de Bootstrap. Ouais. Comment tu fais pour te dire d'un coup,
je vais monter une plateforme qui demande des moyens technologiques. Un site internet, en plus je crois qu'il y a une petite histoire derrière ton nom de domaine. Comment tu passes le pas quoi? Écoute, tu codes, moi je sais coder déjà, je suis ingénieur de formation comme je te disais, donc je sais coder, alors très mal, et puis je sais plus tellement coder, donc non, j'ai décidé de pas coder super prof parce que comme je te dis j'ai beaucoup d'ambition. Donc du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un graphiste et un développeur freelance, d'accord? J'avais à peu près 30 000 € pour le projet super prof. Et donc j'ai appelé mon développeur, j'ai fait mon cahier des charges, donc c'est moi qui ai développé l'algorithme, le tri, les pondérations de notes pour que les professeurs soient bien positionnés dans le moteur, l'algorithme de tri, quelle est l'importance de la géographie entre le prof et l'élève. Est-ce qu'il vaut mieux te proposer un professeur à côté de chez toi ou un professeur excellent mais un peu plus loin, tu vois, en fonction des matières. Il y a des matières, ça marche bien, la distance, d'autres beaucoup moins. Donc, tu vois, tout ça, j'ai calculé à peu près 25 critères, tu vois, de l'algorithme pour trier les professeurs et vérifier leur disponibilité. Et ensuite, après, j'étais voir un codeur et un graphiste. Mon graphiste, aujourd'hui, c'est mon directeur artistique, il travaille toujours chez Superprof. Ok, génial. Voilà, et mon développeur, c'est mon CTO. Donc, pour te dire vraiment que j'ai pas changé ma team du début. Gang, t'as fédéré un gang. Ouais. Donc, et donc, j'ai fait mon cahier des charges en prenant globalement, en faisant des screenshots de Airbnb et en changeant le mot appartement par professeur. Vraiment, tu vois, c'est-à-dire que j'ai énormément poncé et copié Airbnb, en tout cas toutes leurs astuces. Mais comme j'ai pompé aussi Amazon, Booking, TripAdvisor, enfin toutes les bonnes technos, les bons trucs de moteur de recherche et d'algorithmie, voilà, je me suis énormément inspiré. Et après, j'ai cherché le nom de domaine. Donc, c'est ça qui est marrant, c'est que le nom de domaine Superprof, moi, j'avais besoin de parler de mon projet Superprof, mais tant que tu n'as pas de nom, tu as du mal à en parler. Tu parles de Airbnb, du prof particulier, ça et tout, mais déjà... Airbnb, c'est pour les appartements, c'est pas du récurrent, donc c'est un peu différent. Moi, j'avais besoin de trouver mon nom. Et fulgurance un matin, Thibaut, écoute, je me réveille. Et Superprof, voilà, j'ai trouvé le nom, super, c'est génial, ça renvoie tout à fait ce que j'ai envie d'envoyer comme image aux profs. C'est-à-dire que si vous venez chez nous, vous êtes un Superprof. Et également aux élèves. C'est-à-dire que si tu viens chez nous, tu vas trouver un Superprof. Donc, le mot Superprof, c'est génial. Donc, je fonce sur mon ordinateur et je vais sur pseudo.com pour vérifier la disponibilité. Superprof.com. Bien évidemment, il y a un petit main qui l'a acheté pour le revendre, c'est ça? Enfin, le revendre, je sais pas, mais en tout cas, il l'a acheté pour le revendre à quelqu'un qui voudrait un jour, ou l'utiliser, je sais pas. Et donc, je commence à rentrer en égo avec lui et 25 000 $. Alors là, je me dis merde. Donc, une alternative s'offre à moi, soit je paye les 25 000 $, mais c'est tout mon budget. Ou soit je change de nom parce qu'il n'est pas trop tard, j'ai encore rien commencé. Donc j'hésite et puis je kiffais bien mon Superprof. Superprof, vraiment c'était tout ce que j'aimais. Donc écoute, je rentre en égo avec lui. Donc je commence à proposer 100 $, il me propose 24 900, 200 $, 24 800. Bon bref, après des âpres négociations, on finit par toper à 5 000. Et 5 000 $, en fait, c'est le meilleur truc qui me soit arrivé. Parce que Superprof, c'était un projet que j'avais à côté. Tu vois, moi, j'avais mon business de l'immobilier. Je continuais à acheter mes apparts et mon compagnie. Et donc, je pouvais procrastiner Superprof. Ça n'avait pas un besoin vital de lancer Superprof tout de suite. Sauf que là, quand j'achète 5 000 $, 5 000 $, c'est, tu vois, un cinquième de mon budget. Tu vois, un sixième de mon budget. C'est beaucoup d'argent. Moi, je ne peux pas m'amuser à dépenser 5 000 dans un domaine pour rien en faire. Donc, ça m'a mis un énorme coup de pied aux fesses. Et donc, à partir du moment où j'ai acheté mes 5 000 $, je peux dire que le projet, il a démarré sur les chapeaux de roue. Et donc, 2-3 mois plus tard, on lançait Superprof juste avant la rentrée. Ok. Elle est géniale, cette histoire. J'espère que... là, en ce moment, on se dit qu'on ne shorte pas assez pour envoyer sur les réseaux sociaux, mais j'essaierai de faire en sorte qu'on shorte ce moment. Pourquoi elle est géniale? Parce qu'en fait, cette émission, elle a été faite pour faire en sorte de donner parfois le déclic à plein de personnes qui se disent « j'ai envie de lancer ma boîte ». Mais il y a toujours un petit mais. Et je pense que tu vois, là, tu as l'exemple parfait de... Il y a un moment, en fait, il faut juste mettre le doigt un peu dans le truc et puis après... c'est toujours... faut se lancer. C'est-à-dire que c'est plus tu te lances rapide, il ne faut pas attendre, en fait. Le secret de la réussite, c'est de ne pas attendre. Selon moi, vraiment. Mais elle est quand même dingue parce que se dire ok, je vais pas changer mon nom de. Enfin, je pense que en vrai, je pense qu'il y a 99% des gens et c'est là où ça peut connoter une force entrepreneuriale. C'est t'avais ton image, t'avais ton projet, t'avais ton truc. 5 000 $, il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, qui l'auraient payé. Hein. Mais surtout, en fait, c'est quand on te dit 25 000, en fait. 25 000, ça te sèche direct. Tu te dis, ok, 25 000, c'est mort. Tu vois, voilà. Mais c'est un coup de chance. J'adorais ce nom. Donc, voilà.
Donc du coup, en gros, voilà, tu as ton nom de domaine, tu as, toi, conçu le truc dans ta tête, un peu en tant que PM hein, d'ailleurs, et puis tu as ton dev et ton graphiste. J'ai mon développeur, j'ai mon graphiste, Michael et Pascal, en freelance. J'ai fait mon cahier des charges algorithmie, j'ai mon nom de domaine. Maintenant, il faut que j'ai la data pour nourrir cet algorithme. Mon algorithme, il est globalement assez malin, mais plus il aura de data, plus il aura d'annonces, plus il aura de professeurs, plus il aura d'interactions entre les professeurs et élèves, mieux il sera à même de te proposer la pépite, la perle rare pour toi, le professeur de tes rêves. Et donc du coup, j'achète 2 petites endormies, 2 petits sites internet, un qui s'appelle coursparticulier.org, un profelève.com, voilà, qui me constitue comme ça quand je lance Superprof en août 2013, eh bien, j'ai déjà 18 000 annonces de professeurs en ligne. Ah, ok. Parce que j'allais dire comment tu as fait pour un peu le syndrome de l'œuf ou la poule, te dire alors, okay, comment je démarre, tu vois. Alors, moi, j'ai résolu le problème de l'œuf et de la poule en me focusant que sur la poule ou l'œuf, d'ailleurs, je ne sais pas trop. Non, en ne faisant pendant les 7-8 premières années que recruter des professeurs. Voilà. Massivement, je recrutais que des professeurs en me disant, moi, ce que je propose à mes élèves, ce que je vends, c'est des professeurs de qualité. Et donc, je suis parti comme un fou dans le monde entier à la chasse aux meilleurs professeurs. Voilà. C'est le recrutement des professeurs pour avoir les plus beaux produits. En fait, moi, mes produits, c'est des profs, tu vois. Donc, avoir les meilleurs produits, avoir les meilleurs professeurs. Donc, je n'ai fait que recruter des professeurs pendant les 8 premières années. Ok. Alors là, moi, je situe par rapport aux infos que j'ai, c'est à 100% du capital. Vous êtes 220 collaborateurs aujourd'hui. Ouais. 24 millions de professeurs. Moi, je crois que c'est cette info qui m'a... 24 millions de professeurs dans 45 pays, 18 langues, 42 millions de CA prévus en 2023. Cette année, ouais. Je me dis, waouh. Je pose le contexte parce que quand tu dis ton objectif, c'était de recruter beaucoup de professeurs, 24 millions de professeurs, je sais pas si on peut le diviser par le nombre de jours depuis quand tu as dit, ça fait des milliers de professeurs par jour presque. Non mais c'est la théorie des grands. Rien qu'en Inde, chaque jour on a 15 000 nouveaux professeurs. Rien qu'en Inde, aujourd'hui. Ok. Non, c'est la théorie des grands nombres en fait, si tu veux. Là aujourd'hui on a 24 millions de professeurs actifs et disponibles. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup plus. Mais il y en a qui travaillent plus, qui sont plus disponibles, ça et tout. Donc non, bah c'est notre force, on va dire. C'est toute l'ADN de Superprof est tournée vers le recrutement des meilleurs professeurs. Donc voilà, avec toutes les bonnes techniques, les bonnes pratiques, le recrutement, le SEO, beaucoup de SEO. Ok. Vous faites comment du coup pour que tu n'aies pas un mauvais professeur qui trône sur ta page? Bah, on est très exigeant avec nos professeurs. En fait, c'est ça le secret. Tu leur fais passer un entretien, t'attends qu'ils aient quelques commentaires pour les sortir s'il faut. Vous y prenez comment? Alors, il y a plein de techniques. Aujourd'hui, on a à peu près une centaine de critères pour permettre de savoir si le professeur est bon. Les diplômes, les recommandations, les avis. Mais en fait, en gros, si tu veux, déjà, on va mesurer l'interaction du professeur. Un bon professeur te répond rapidement. Déjà, premier point. Il ne met pas 48 heures pour te répondre. Un bon professeur répond à tous ses élèves également. Et un bon professeur est bien évalué par ses élèves. C'est aussi simple que ça. Donc, on utilise énormément la force de la communauté. Et nous, en fait, un élève qui va mal noter un professeur, c'est un professeur qui ne travaillera plus avec nous. Point. Il n'y a pas de seconde chance. En fait, dès qu'il y a un élève qui met une mauvaise note à un professeur, donc ça tombe chez nous en modération. Alors évidemment, on arbitre, on n'est pas stupide. C'est-à-dire que si le professeur, c'est un ambassadeur, que ça fait 7 ans qu'il travaille avec nous et que l'élève, il va juste dire « Ah, il est arrivé en retard de 5 minutes » ou je sais pas quoi. Donc, on va savoir que effectivement l'élève est peut-être de mauvaise foi et compagnie. Donc on va arbitrer, toi. Mais dès qu'il y a une mauvaise note, dès qu'il y a une mauvaise recommandation, dès qu'il y a un mauvais truc qui tombe sur un de nos professeurs, ça tombe tout de suite chez nous et on est très très vigilant. L'annonce du professeur est suspendue et on arbitre. Ok, d'accord. Et donc là, la question que je me pose, c'est imaginons, moi je suis joueur d'échecs, je pense être bon pour enseigner les échecs. Je m'inscris sur ta plateforme. Est-ce que je vais être affiché ou il y a un comité de sélection Superprof qui va quand même s'assurer que je suis un bon prof, ou je peux potentiellement me retrouver face à quelqu'un et lui enseigner et puis je vais me faire ban, puis j'en sais rien, vous rembourser la personne? Non, alors déjà il va falloir que tu aies des recommandations par tes pairs. Déjà, ça c'est le premier truc, il va falloir que tu en aies au moins 2. Donc il va falloir que tu demandes à des gens de te faire des recommandations. Alors, je suis d'accord que ça on peut les tricher. On va aussi souvent, on va demander aux autres professeurs de te coopter, de te faire des avis sur ton profil, pour savoir si effectivement ton profil semble crédible. On va te demander tes diplômes, tu vois, donc être bon dans une thématique, c'est pas suffisant. Mais par contre, il y a certaines matières, par exemple, où il y a des profs qui, le coaching sportif, qui n'ont pas forcément de diplôme, mais qui ont fait des marathons, des choses comme ça, qui vont entraîner le renforcement musculaire. Donc tu vois, eux, on va pouvoir aussi leur faire confiance. Mais tout est basé sur la confiance, en fait, entre les différents professeurs, les recommandations, les avis. En fait, on utilise vraiment la force de la communauté. Okay. Donc toi, avec ton profil de « je pense être bon, je vais pouvoir donner des cours »,
ça va être dur pour nous de te laisser passer. Après, tu vas pouvoir aussi, c'est pareil, si tu nous contactes et que tu nous expliques pourquoi tu penses que tu es bon, tu vas nous dire, bah tiens, j'ai fait tel concours, j'ai gagné tel tournoi. On va peut-être te dire, bah tiens, ouais, Thibaut, on peut te laisser passer. Donc on va te laisser passer. Mais on va être vigilant sur le premier cours. Et on va généralement te demander aussi d'ouvrir le premier cours pour qu'on ait un premier retour d'un élève très rapidement sur toi. Tu vois okay. Non, c'est ça qu'on a fait, qu'on a bien construit, je pense, avec l'équipe. C'est vraiment de s'assurer qu'on t'envoie les meilleurs professeurs. Ok. Et alors, c'est super prof, le nom. Bah d'ailleurs, j'ai bien compris, il y a 3 catégories maintenant. Il y a les petites annonces, les grosses agences et il y a super prof. Et aujourd'hui, bah, du coup, si on se focus sur ce persona du coup, que vous cherchez, qui sont les meilleurs professeurs, pourquoi eux sont attirés à venir sur votre plateforme? C'est-à-dire ils viennent pour une flexibilité, une technologie, des meilleurs tarifs Ils viennent pour... parce qu'on a essayé de réunir le meilleur des deux mondes entre l'élève et le professeur. C'est-à-dire qu'au professeur, qu'est-ce qu'on fait? On fournit un outil de gestion, de planning, d'élèves, la création d'une super annonce, et on lui amène que des élèves motivés. Puisque du coup, nous, en fait, l'élève, quand il trouve son prof, par exemple, il veut contacter le prof, il va devoir motiver pourquoi il veut prendre des cours. Donc on va lui demander... explique ton projet pédagogique. Donc le professeur, t'imagines, il ne paye rien chez nous. Il s'inscrit, il a une super annonce, une super interface, une gestion des cours. On ne prend aucune commission sur les heures de cours. C'est-à-dire qu'il travaille à son tarif. D'accord? Ça, c'est très important. Je veux dire, tous mes concurrents organismes paient 30 ou 40% de commission. Tu vois. Nous, on ne prend pas de commission. Parce que c'est ce qui se fait quand tu parlais des grosses agences en bas de chez nous, c'est à peu près ça. Quoi. Donc nous, on n'en prend pas. Et on va lui apporter que des élèves ultra motivés qui vont en préalable lui expliquer le projet pédagogique. Donc le prof, lui, il se reçoit des demandes hyper bien documentées où il va dire « j'accepte le cours, je refuse le cours ». Okay. Plus après, il va être formé par la communauté super prof, on va le recevoir à des masterclass, il y a des statuts, il y a le statut ambassadeur, enfin, il y a toute la communauté qui va l'aider aussi à professionnaliser le métier, parce que nous, c'est un peu notre ADN chez Superprof, c'est-à-dire que le métier de prof particulier, c'est souvent un truc d'à côté, tu vois. J'allais te poser la question, est-ce qu'il y a des gens qui font, du coup, ils ont des agendas bookés 35 heures par semaine Et plus que ça, il y a des milliers de personnes. 10 milliers de personnes ne travaillent qu'avec Superprof. Il y a des gens qui gagnent plus de 10 000 € par Superprof. Okay, mais ça, non, pas seulement en France, dans tous les pays où on opère. À chaque fois que je vais dans un pays, que je fais des soirs ambassadeurs, je rencontre des ambassadeurs qui me disent « Je vis à temps plein grâce à Superprof. Vous avez changé ma vie. Avant, je ne trouvais pas d'élèves, c'était compliqué. Là, les élèves, ils sont incroyables. » Les problèmes de sécurité aussi. Quand tu es une jeune femme que tu vas donner des cours chez quelqu'un, quand tu ne le connais pas, tu vois, c'est difficile d'aller chez lui comme ça from scratch. Nous, on connaît les élèves, ils sont souvent évalués par la communauté. Toi, c'est une communauté de confiance. Donc, pareil, on protège nos professeurs. Enfin, tu vois, on a mis vraiment toutes les astuces pour que les professeurs et les élèves travaillent en confiance. Okay. La confiance, c'est vraiment le saint graal de Superprof. Ça revient à ton côté. Comment je vais faire pour qu'à l'autre bout du monde, je vais pouvoir lâcher mon appart, qui est souvent un truc. Okay, et comment tu vas faire pour aller prendre un cours ou donner un cours à un élève en toute confiance, en toute quiétude, quand tu connais pas la personne. Tu vois. Et alors, ça va peut-être être très différent en fonction des pays, mais c'est quoi Enfin, j'imagine en France, il leur faut un statut d'auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, il y en a même qui ont monté des écoles, il y en a qui ont monté leur société, il y a de tout. Ok, j'imagine vous êtes dans 45 pays différents. Vous avez un service, j'imagine, juridique hyper... absolument, pour les aider. Mais encore une fois, nous... on les aide à se mettre en conformité avec les lois du pays qui sont des fois un peu compliquées et compagnie. Mais nous, en fait, c'est pas ça notre important, parce qu'on ne prend pas l'argent de l'élève pour le payer au professeur. Okay. En fait, on fait vraiment confiance en nos profs. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de nos profs qui, aux soirées ambassadeurs, par exemple, nous expliquent comment ils font pour eux donner des cours et être en totale législation dans le pays. Tu vois, on se fait vachement aider par la communauté, en fait, tu vois. Alors, comment tu te rémunères, toi, du coup, si c'est pas sur les fees, prix des cours? Ouais. En fait, l'élève va payer quelque chose pour trouver son professeur. Voilà, c'est tout. C'est un abonnement en fait. L'élève, il s'abonne mois, 2 mois, 3 mois pour avoir accès au catalogue pendant 30 jours. Et accès au catalogue pendant 30 jours, ça te permet de matcher avec tous les professeurs du monde. Voilà. Donc en France, par exemple, tu vas payer 39 € et pendant 1 mois, tu as accès à tout le catalogue. Et par contre, tu ne seras débité des 39 € que si tu as trouvé le professeur parfait. C'est-à-dire que si un professeur accepte ta demande de cours et organise le premier cours, sinon tu ne paieras jamais rien. Ok. Et du coup, j'imagine que tu as des gens qui ont trouvé leur professeur pour des années et des années. Ouais. Ils ont juste payé 39 € l'accès au catalogue. Exactement. Et ensuite, derrière, tu as fait la mise en relation. Exactement. Et oui, et c'est génial parce que moi, en fait,
mon job, c'est de trouver le professeur parfait. Et après, tu vis ta vie avec lui. Et on s'appuie énormément sur aussi les compétences de nos professeurs. On en a 24 millions. T'imagines, je ne peux pas être derrière 24 millions de professeurs. Donc, je fais confiance à mes professeurs. Chaque professeur a sa méthode de rémunération. Chaque professeur a son pricing. Chaque professeur a sa méthodologie. Si tu veux, moi, je veux que mes profs ils fassent du sur-mesure avec l'élève. C'est-à-dire que quand le prof il rencontre l'élève, ils se disent, bah tiens, ah bah toi, tu as fait ci, tu as fait ça, tiens, il te faut telle méthode, il te faut tel truc. Enfin, tu vois, il va t'orienter. La meilleure façon d'apprendre, c'est de trouver un mentor. Okay. Nous, c'est vraiment ça qu'on a construit. Là, après, on va parler de comment tu t'es développé à l'international. Mais juste avant ça, même en France, je me suis dit, comment vous avez fait? Alors, tu pourras peut-être pas me répondre de manière hyper technique, hein, c'est pas ça que je cherche, j'imagine que la plupart des élèves, pour vous connaître, ils vont taper, je sais pas, cours de maths. Ouais, exactement. Cours de maths, machin. Comment, en termes de SEO, vous avez réussi à vous... Parce que j'ai essayé quand même et j'ai trouvé ça assez dingue. Superprof remonte hyper fort sur tous ces trucs. Comment tu as une énorme équipe SEO. Comment vous faites? Alors, j'ai une énorme équipe SEO. J'ai surtout une équipe de talents extraordinaire. Mon équipe SEO, c'est les meilleurs SEO du monde. Et moi, je suis très branché SEO. C'est-à-dire que moi, quand j'ai construit Superprof, c'était pour Google. Non pas pour mes profs ni pour mes élèves, mais d'abord pour Google. Parce que le nerf de la guerre, c'est le trafic. Il faut du trafic. Donc tout de suite, Superprof, quand il a été construit, quand j'ai fait mon cahier des charges, je voulais que ce soit très très bien référencé pour que dès qu'on tape quelque chose comme cours d'anglais, cours de maths, prof de guitare, cours particulier de quelque chose, on tombe sur Superprof. D'accord? Puisque tu as compris, je me suis focusé sur le recrutement des professeurs. Il fallait que les élèves ils me trouvent facilement. Tu vois? Donc, du coup, SEO. Okay. Donc, dès le début, et ensuite, après, j'ai eu la chance de m'entourer des meilleurs du SEO. Et puis, on a construit une bonne stratégie, des outils en interne. On a tout internalisé le SEO. Et le SEO, c'est beaucoup d'énergie. On met beaucoup d'intensité dans le SEO. La création de trafic, du super contenu de qualité. Nos professeurs nous aident aussi parce qu'on éduque nos professeurs à rédiger des belles annonces pour qu'elles soient bien référencées. On crée après avec un ensemble d'annonces des bonnes landings qu'on va bien positionner. Et puis voilà. Ok, ça représente je sais pas si tu peux en parler, mais du coup, tu as des budgets de paid ou non, pas du tout? De paid, oui. Ouais, bien sûr. Alors, on dépense à peu près 10 millions par an en paid aujourd'hui. Okay. On a commencé il y a à peu près 2 ans et demi. En fait, avant, on faisait que du SEO. Le SEO a quand même un peu pris du plomb dans l'aile parce que nous, il faut que tu imagines, quand on a commencé, on faisait 60% de notre trafic sur desktop, 40% sur mobile. Ok. Aujourd'hui, en France, c'est 75% sur mobile. Donc, il y a eu un changement de paradigme entre le desktop et le mobile. Et je te dis ça parce que le SEA, donc l'achat d'ADS, est encore plus puissant sur mobile que sur desktop. D'accord? Donc, non seulement il y a eu le transfert entre desktop mobile, de plus de gens en mobile, et en plus, les ads sont de plus en plus en premier en mobile. Donc, moi, avant, quand j'étais premier sur la requête cours d'anglais, par exemple, professeur d'anglais, il fallait scroller 3-4 fois avant de me trouver. Avant, tu avais toutes les ads. Donc, on s'est dit, oh non, il faut maintenant qu'on soit aussi premier en ads. Et donc, depuis, là, on a développé, j'ai monté une team SEA, donc Jocelyn, qui tient la team de main de maître, le head of SEA, qui a monté une équipe aussi pareil, une dizaine de personnes qui achètent avec nos amis de Google toutes les ads dans tous les domaines. Et on améliore les taux de clics, et on améliore la performance. Et donc, il y a sur les pages, en fait, quand tu tapes prof d'anglais à Perpignan, par exemple, tu verras de l'ads et du SEO. Ok. J'embrasse d'ailleurs notre ami Andrea Bensaïd de Eskimos, qui est passé dans un des backpacks. On l'embrasse aussi. Du coup, nous d'ailleurs, on a eu pas mal de discussions en arrière-plan sur toutes les stratégies SEO, SEA. Enfin, on sent que c'est un vrai sujet à part entière. Mais c'est tout, c'est passionnant. Ouais. C'est passionnant. C'est un puits sans fond, c'est génial. Ok. Là, je me mets dans la peau de toi qui, effectivement, a ton ambition, du coup, qui petit à petit, tu vois, peut-être augmente au fur et à mesure. Enfin, voilà. Stratégie internationale très rapidement, du coup. Bah, ça, c'était dès le début. Je voulais vraiment me lancer à l'international. Donc, très, très vite, en fait, je me suis lancé en Espagne, au bout d'1 an et demi à peu près, tu vois. Quand tu dis tu te lances, ça veut dire que tu n'as pas forcément des bureaux physiques présents? Non, on n'a jamais de bureau physique. En fait, on opère tout depuis Paris. Ok. Mais par contre, quand je me lance, en fait, on fait toujours la même chose. On recrute un country manager qui va gérer le pays de façon très locale. En fait, il faut que tu imagines que Superprof, c'est pas une boîte internationale, c'est une boîte multilocale. C'est-à-dire qu'on a 45 pays qui sont gérés de façon autonome par des gens du pays. Si tu es sur le superprof.mx au Mexique, tu seras sur une version mexicaine avec le système scolaire mexicain, la façon de chercher à la mexicaine et tout le support. Et les professeurs, ce seront que des Mexicains. Tu n'auras jamais le sentiment que c'est une boîte française. Tu vois?
Et coup, chaque pays, en fait, on le tord pour vraiment en faire une expérience très locale. Ok, donc du coup, tu recrutes en local ici à Paris des Mexicains, et d'ailleurs, c'est pour ça, je suis venu dans tes locaux il n'y a pas longtemps. Ah, c'est l'auberge espagnole. C'était l'auberge espagnole, c'est exactement ça. Et pour te donner un ordre d'idée, la première country manager qu'on recrute donc, en Espagne, qui s'appelle Eva, on va dans notre base de données, on cherche professeur d'espagnol native habitant Paris. On trappe de chez Superprof, parce que des profs d'espagnol, on en a plein. On voit une vingtaine de profils. On les contacte et il y a une prof qu'on fait venir et on lui dit on aimerait lancer Superprof Espagne, est-ce que ça te dit? Une de nos profs qui avait suivi son mec à l'époque, en fait son mec était parti bosser en France, elle était traductrice en Espagne, elle l'avait suivi, pas de boulot, prof d'espagnol, et on lui dit tu veux monter l'Espagne depuis la France. Génial. Native. Et elle nous a fait un boulot incroyable. Et donc les natifs, en fait, ils tordent le site pour leur faire une expérience très locale, ils traduisent, ils mettent le système scolaire et compagnie. Et ils regardent aussi toutes les targets. Qu'est-ce qu'on peut racheter, comment consolider le marché. Parce que Superprof, c'est à la fois de la croissance organique, mais aussi beaucoup de croissance externe. Ok. J'ai une question dans le chat, je vais quand même la prendre, de Remduf qui dit « Est-ce que vous avez des profs qui ont quitté l'éducation nationale pour rejoindre Superprof ?» Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils l'ont quitté. Je sais que nos professeurs d'éducation, il y en a beaucoup de professeurs d'éducation nationale qui donnent des cours chez Superprof, mais parce que c'est pas du tout la même chose et que ça leur redonne goût vachement à leur matière. Okay. D'accord. Et j'ai aussi beaucoup de professeurs anciennement d'éducation nationale qui sont à la retraite et qui continuent à partager leur passion chez Superprof. Ok. Et ce même Remduf pose une deuxième question, du coup je la pose. C'est est-ce que du coup tu échanges avec le ministère? Non. Non, je n'échange pas avec le ministère. Je vais plus loin que la question de Remduf, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui viennent s'assurer que quand tu délivres des cours de français, de grammaire, de mathématiques, etc., il y a un niveau ou non? Ils se disent en fait, on n'a pas de plainte, c'est que ça doit fonctionner. Alors, déjà, c'est des professeurs de l'éducation nationale, donc ils le disent dans leur annonce, ils disent professeurs de l'éducation nationale. Après, je pense qu'on a la crème de la crème des professeurs de l'éducation nationale, parce que à la fois, effectivement, des gens de l'éducation et en plus des passionnés qui ont envie de transmettre. Moi, quand je rencontre des professeurs de l'éducation nationale, ils me disent tous la même chose. Ils me disent, on adore ce qu'on fait, on adore notre matière, ça a été notre passion, on a étudié ces trucs, mais juste, c'est dur. C'est dur parce qu'on a une classe devant nous de 35 élèves, parce qu'on ne peut pas faire de sur-mesure, parce qu'on en voit qui ont compris depuis longtemps et d'autres qui ont complètement décroché, et on oublie de faire un cours standard. Ce qui est génial avec Superprof, c'est le sur-mesure. C'est vraiment d'aider un enfant, de faire du sur-mesure, de partager sa passion, que l'élève, il kiffe de nouveau son prof. Tu vois, c'est la kiffance en fait, vraiment, tu vois, on va pas la chanter, mais tu vois, qui fait que Superprof, ça n'a rien à voir avec l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est à la dure, tu vois, c'est dans la souffrance, c'est compliqué, tu vois. Nous, c'est... Voilà, Revenons à Eva, du coup, l'Espagne, quand tu décides de t'implanter, du coup, c'est dans un pays, ça va être forcément de l'organique ou parfois tu vas reprendre le côté, tu vas racheter une boîte sur place pour avoir un réseau, tu vois. Les deux, on fait les deux. L'Espagne, on a commencé en organique, mais très rapidement, on a été voir les 3. Il y avait 3 sites internet, tous classes particulares, Don Professeur et Mes Profs Particulars, et on en a racheté 2 sur 3. Voilà. Ok. Donc très vite, on est quand même devenu numéro 1 en Espagne. Voilà. Et alors là, c'est vraiment une question que je me pose, c'est comment tu fais? Parce qu'en général, quand tu fais un petit peu alors c'est une sorte de M&A, voilà. Du petit M&A, ouais. Petit M&A, je vois là du mini 45 pays, donc j'imagine potentiellement 45, 90 acquisitions. Alors on a fait 17. Là, on est en train de faire notre 17e. Donc voilà, on n'a pas fait autant que de pays. Okay. Des pays qu'on n'a pas pu acheter, notamment les États-Unis par exemple, qui sont encore un autre level de M&A. Okay. Voilà, mais puis il y a des pays où il n'y avait personne aussi. On est arrivé, on était tout seul, on a pris tout de suite le Portugal par exemple, c'est un pays qu'on a pris, qu'on a lancé, et très vite on a eu une position très dominante. La Turquie également, l'Indonésie, en Inde on n'a pas fait d'acquisition. Mais il y a des pays où on est arrivé où il y avait du monde déjà. Et donc, on a essayé de faire des build-up, quoi. Ok. Question à la volée. Je sais pas Est-ce qu'il y a des pays où vous avez eu du mal, où vous avez toujours du mal à vous implanter? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que tu entends, tu as des problèmes politiques? J'imagine tu as... Non, politique, on n'a pas trop eu, mais... Enfin, la Chine, par exemple.
La Chine, c'est un pays extrêmement dur. Déjà, la Chine, il faut des agréments de l'État chinois. La Chine, les données numériques sont complètement isolées. C'est-à-dire que, en fait, quand tu te lances sur le marché chinois, du coup, tu redupliques ton site. Ouais, tu refabriques tout. Nous, on refabrique tout avec l'aide de Tencent, notamment. Alors qu'on est plutôt sur OVH et Amazon Web Services en Europe et dans le reste du monde. En Chine, on refait tout chez Tencent parce qu'il n'y a pas de communication entre les deux. Donc voilà. Deuxième truc, les agréments de l'État. Voilà, il faut s'entourer d'avocats pour avoir des agréments parce que sinon, tu ne peux pas avoir d'hébergement en Chine. D'accord ? Et puis après, c'est la langue qui est très compliquée. C'est-à-dire que c'est illisible, même pour un administrateur français. Tous les serveurs, tout est inscrit en chinois, donc c'est très dur. Tu vois ? Donc on est obligé de recruter une équipe. Là, en ce moment, on recrute une dizaine de développeurs chinois pour lancer la Chine. Donc toi, la Chine, c'est vraiment très dur. Mais un pays aussi qui a été très très dur, c'est les États-Unis. Les États-Unis, on a mis 6 ans avant de gagner $1. Pendant 6 ans, moi, j'ai dépensé entre 200 et 300 000 euros chaque année en pure perte. On n'a pas réussi à craquer les US avant 6 ans. Pendant 6 ans, parce que... C'est une image quand tu dis 1 euro de 1 dollar. 1 euro, tu dis j'ai mis 6 ans avant de faire 1 euro de résultat. Enfin non, $1, de chiffre d'affaires, ouais. pardon. Ouais. Non, c'est pas une image. Non, c'est pas une image parce que, en fait, pendant 6 ans, il fallait qu'on ait une communauté de professeurs. En fait, nous, tu as compris, on vendait des professeurs. Donc déjà, recruter des professeurs aux États-Unis. Nous, tu as compris qu'on faisait SEO. Bon, t'imagines que quand je vais aux États-Unis, les mecs du SEO, ils m'ont pas attendu. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont 10 ans d'avance sur nous. Tu vois, c'est genre, t'es bon, t'es le champion de basket à Carcassonne, et tu dis, je suis bon en France, je suis champion de France de Carcassonne, tiens, je vais aller jouer à la NBA. Non, tu vas jouer à la NBA, et puis tu te fais ramasser. Donc c'était ça un peu le truc, c'est qu'on était bon en SEO en France, on va dire en Europe, aux États-Unis, non, c'est le level supérieur. Donc déjà, premier point, on ne peut pas utiliser le levier SEO. Toutes les places sont prises. Les coûts d'acquisition par l'ADS ou par les réseaux sociaux sont 10 fois plus chers qu'en France. Okay, en France, moi, un prof, j'ai acheté à peu près 3 euros. J'ai commencé aux États-Unis, je payais $28. Tu vois, en plus, on n'a pas d'argent. En plus, il faut faire un maillage géographique immense. Moi, je fais rencontrer des profs et des élèves au même endroit. Imagine le nombre de profs qu'il te faut sur les US. La géographie est tellement géante. Donc, si tu veux, il nous a fallu 6 ans pour réussir à faire diminuer nos coûts d'acquisition, réussir à faire du SEO, recruter massivement des professeurs pour réussir à faire matcher. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que Superprof met la misère aux concurrents américains ? Non, on n'a pas la misère, mais on est un très bon challenger. Non, par contre, on est le site qui faisons le plus de croissance. Ok. Aujourd'hui, on fait 1 million de trafic mensuel sur les US. Le principal leader, il s'appelle Wyzant, il fait 5 millions, donc il est 5 fois plus gros que nous. Mais c'est beau. Vous avez déjà pris une place hyper conséquente. Mais on le grappille évidemment chaque année parce que on est très motivé, parce que j'ai une équipe aux US. Le patron des US, John, c'est un mec extraordinaire qui est très très bon, parce qu'on met beaucoup de budget, parce que les US aujourd'hui, c'est notre plus gros site en termes de croissance de chiffre d'affaires, et à horizon 6 mois, les US sera notre plus gros pays. C'est-à-dire que le pays qui fera le plus de chiffre d'affaires, ça sera les US à horizon 6 mois. Mais John, il est à Paris. John est à Paris. Et toute son équipe est à Paris. Ok, donc tout ce qui a été, croissance organique et un petit peu M&A à ta façon, tu as réussi à le faire avec tes fonds. 1 euro gagné, 1 euro non, investi, 1 euro gagné, 10 euros dépensés. Non, mais oui, parce que la croissance. Parce que comme on fait beaucoup de croissance, du coup, ça nous donne beaucoup confiance en nous, et que la croissance résout tous les problèmes. Les trucs que tu ne peux pas payer aujourd'hui, si tu sais que tu fais beaucoup de croissance, tu sais que tu pourras les payer demain. Donc, on a toujours été en culbute avant avec mon associé sur l'anticipation de ce qu'on allait gagner. Et donc, on dépensait beaucoup parce qu'on a envie de grossir, parce que ça nous fait kiffer, parce qu'on a envie de lancer des pays, parce qu'au bout de 2 ans, on a lancé le Brésil à fond perdu, parce que le Brésil, on adorait le Brésil, parce qu'on a lancé des pays, tu vois, toujours par le kiff, toujours par amour du pays. Ok. Tu as parlé, là tu as dit avec mon associé, c'est avec... Moi j'ai passé la question tout à l'heure sur l'association. Ouais. J'avais cru comprendre, du coup j'ai peut-être fait tes trous. Non, c'est... Aujourd'hui ton un associé. Non, aujourd'hui j'ai plus d'associé, comme tu disais, t'avais raison. Mais j'ai eu un associé en fait, je me suis associé avec le leader français. En fait, quand j'ai lancé Superprof, donc 2 petites endormies que je rachète, je monte mon moteur de recherche, et il y a un leader en France du cours particulier. Okay, le mec, quand tu tapais cours de maths, il était premier partout. Il avait 180 000 annonces professeurs. Et donc, comme moi je faisais du M&A, eh bien, je veux le rencontrer et je vais pour acheter son site. Et là, je rencontre ma doublure lumière. C'est-à-dire que le mec, il est ingénieur, il a fait du conseil, il est chez Capgemini.
Et il a une passion, une marotte pour éducation, site de cours particulier. Je rencontre mon double. Donc, c'est l'image d'Épinal, c'est toujours dire, quand tu t'associes avec quelqu'un, tu rencontres un complément, quelqu'un qui va faire la même différente de toi. Enfin, tu vois, là, je rencontre mon double lumière. Bon, bref. Donc déjà, 1, je le connais pas, donc j'ai pas envie de m'associer avec lui. 2, j'ai envie de le racheter. 3, c'est mon double lumière, donc vraiment aucune raison de s'associer avec lui. Mais il me fait comprendre que si je m'associe pas, on n'arrivera jamais à fusionner nos sites. Et on s'entend bien. Et il est ultra sympa. Et on boit des bières. Et on mange ensemble. Et on refait le monde. Et on se dit à un moment, mais non, mais on va s'associer, quoi. Et donc, on s'associe. Petite astuce, enfin, un petit truc rigolo, c'est que par contre, il me dit, bah, je veux même associer avec toi. Sache que par contre, à la fin du mois, je pars 1 an autour du monde. Donc, pendant 1 an, tu me verras pas. Et je dis, mais à que cela ne tienne, moi, de toute façon, je voulais te racheter, donc pas de problème. Et donc, on s'est associés. Il m'a donné les clés de ses serveurs, des machins et tout. Il m'a fait une bise, il est parti, je l'ai pas vu pendant 1 an. Il revient 1 an plus tard. J'avais fusionné sa société à l'intérieur de Superprof. Superprof avait pris de l'ampleur. On avait multiplié le chiffre d'affaires par 20. Et donc, il revient, on a des locaux et machin. Et on a vogué ensemble pendant 6-7 ans. Pendant 6-7 ans, on a fait de la croissance, on s'est bien amusé. C'était vraiment un super camarade. Et il y a quelques temps, en fait, il a voulu quitter l'aventure et donc partir sur d'autres trucs. Histoire d'associer. Et voilà, et on ne sait pas. Ok. Il reste vraiment pas longtemps. Je voudrais aborder 2 derniers sujets. Je t'écoute. Nous, on s'est rencontrés du coup dans un club bootstrap où il y a quelques belles sociétés comme la tienne. Je pense notamment à l'Emlist avec Guillaume Moubèche qui est venu ici, Gilles 7G avec Lucas qui est venu ici aussi. Incroyable personnage. Bref, je les cite pas tous, mais Thibaut de partout aussi. Bref, il y en a des belles. Et le CSE, Laurent Lefebvre, hein. Un petit coucou aussi. Ouais, non mais en fait, il y en aura trop. Je les cite pas trop parce que en fait, il y a vraiment des belles boîtes dans ce club. Tu as été élu Bootstrap de l'année. Qu'est-ce que ça t'évoque, le Bootstrap? Ou même un peu plus loin, aller ce club? Alors, moi, je suis anti-club. Hein. Je ne fais partie d'aucun club et tout. Donc, voilà, j'étais tranquille. Et un jour, j'ai Mathieu Leland qui m'envoie un petit WhatsApp et qui m'appelle et qui me raconte un peu ce truc-là. Et franchement, c'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire que déjà, c'est une bande de copains. C'est des gens qui ont les mêmes problématiques que toi. Et c'est des gens qui sont drivés par la liberté. C'est-à-dire que, mais t'es pareil, hein, Thibaut. C'est-à-dire qu'on a envie d'être associé avec des gens et de ne pas avoir de compte à rendre et de partir à l'aventure et de faire un peu ce qu'on veut. Et surtout d'avoir une pérennité dans le temps. Parce que, comme je te disais, moi, c'est vraiment la boîte de mes rêves, Superprof. Je vais la garder toute ma vie. Je la vendrai jamais. Or, quand tu fais rentrer des fonds, on sait qu'il y a des sorties, il y a des entrées. Enfin, voilà, et donc, ce club Bootstrap, c'est 80 entrepreneurs incroyables qui ont des problématiques similaires aux tiennes et des échanges formidables avec des pairs, avec des gens qui m'ont beaucoup appris, avec des tempéraments aussi, c'est tous des chefs d'entreprise quand même assez haut en couleur. Et donc non, j'adore. J'ai été élu cette année effectivement castor d'or, puisque la mascotte du Bootstrap c'est le castor pour la petite blague, parce que c'est un animal effectivement assez besogneux. Et donc voilà, donc non, j'ai eu beaucoup de chance. Ils m'ont élu, donc j'étais très touché, très flatté. Après, j'imagine, ça devait être une belle fierté. Ouais, carrément. Quoi. Non, c'était chouette, quoi. Donc non, j'adore le club. Ok. Et on embrasse Caro, et Mathieu. On embrasse Caro, Mathieu, toute la team aussi, ouais. Qui a organisé ce dernier séminaire où on s'est croisés il y a 15 jours. Dernier petit sujet un peu d'ouverture. Je te l'ai pas dit quand on revenait du coup de notre séminaire Bootstrap justement, et dans le train tu me disais demain samedi, on était quand même fatigués, tu dis je vais être jury Vivatech. Et voilà, avec des belles personnalités un peu en plus. Faut que tu imagines quand même, Thibaut, moi je vis un rêve éveillé, c'est-à-dire que il y a encore 5-6 ans, pour aller à Vivatech, je payais ma place. Je me battais pour avoir des invités parce que c'était cher, on n'avait pas les moyens de se payer des places pour Vivatech, tu vois. Donc là aujourd'hui, quand on m'invite en tant que jury, que j'arrive avec un pass VIP et tout, c'est trop beau pour moi. Moi, j'ai besoin. Alors évidemment, c'est le samedi matin à 8h30. Donc après un séminaire où on a quand même bien bossé, on est bien fatigué et compagnie. Mais je peux pas refuser, c'est trop beau pour moi, c'est un rêve, voilà. Donc. Et alors du coup, comment ça s'est passé formidable. C'était quoi? Il y avait des pitchs. Ouais, des pitchs, mais c'était moi. Mais c'était moi il y a 4 ans. Il y a 4 ans, j'ai faisais Vivatech, j'allais pitcher ma boîte où j'étais super. Je cherchais des gens, de la communication, j'essayais de me faire connaître, j'avais pitché Superprof pour avoir des prix en tout genre. J'avais eu le prix coup de cœur d'ailleurs. Remis par Muriel Pénicaud à Vivatech la première année, j'étais hyper fier, tu vois. Tu rentres, t'as ton petit trophée, les équipes elles sont fières de toi et tout. Mais c'était moi, tu vois. Donc je me rappelais d'ailleurs, c'est ce que je leur ai dit. Je dis,
moi, je sais pas qui je suis aujourd'hui pour juger des pitchs, parce qu'il y a encore 4-5 ans, c'était moi. Mais ouais, donc j'étais, écoute, avec des gens incroyables, Carole de June, j'étais avec Vincent Coinon. Carole qu'on a reçu il y a 2 mois ici. Ouais. T'étais avec Frédéric Mazella, je crois aussi. Non, il n'y avait pas Frédéric Mazella, mais c'était Éric Larchevêque. Éric Larchevêque, voilà. Ouais, ok. On les confond un peu les deux, hein, mais non, ouais. Et puis, voilà, et puis on a vu des boîtes vachement chouettes, quoi, des beaux projets, des gens qui ont fait des bonnes études et tout, donc non, sympa. Ok. Dernière question, ce sera un petit peu le mot de la fin. Ce format backpack en tête-à-tête, il a vraiment été fait pour donner l'envie à tous ceux qui se disent je veux un jour lancer ma boîte, j'ai envie d'y aller, c'est peut-être pas le bon moment. Si. Ce serait quoi le conseil que tu donneras à tous ces gens-là? Non, je donne pas de conseils parce que les conseils ça marche bien pour moi. Les conseils que je pourrais me donner marchent bien pour moi. Moi je donne pas de conseils, mais par contre je peux vous dire un truc, c'est que l'entrepreneuriat c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée. C'est fabuleux, c'est incroyable, c'est l'aventure, c'est des copains, faut aimer tout ça, hein. C'est les montagnes russes, c'est des rencontres, ouais, on change de vie, c'est vraiment un bouleversement. Donc c'est vraiment, voilà, je le dis, c'est fabuleux. Moi j'adore. Et il ne faut pas attendre. En fait, c'est pas un conseil, mais il faut se lancer en fait. Dès que tu te lances, en fait, tu vas apprendre en marchant, tu vas comprendre, tu vas avoir. Donc plus on attend, moins on se lance, plus ça va être difficile, moins on va se lancer. Tu vois. En fait, il faut se lancer tout de suite. Ouais. C'est ça. Oublions qu'on n'a aucune chance. Et foncer. D'ailleurs, il y a une petite courbe qui caractérise bien ça. Alors, c'était des stats françaises, hein, mais j'imagine que c'est en gros, tu sors d'études, t'as jamais eu autant de chance de pouvoir faire ça parce qu'en fait, t'as pas le loyer, t'as rien à payer, au pire. T'as pas de contraintes, t'as pas d'enfants, t'as pas. Et puis, on voit bien qu'à 30 ans, paf, pic, qui correspond aux premiers enfants. Et puis, en gros, ça revient. Sur une autre phase où c'est des gens qui ont la cinquantaine, qui ont un peu vu le train passer, qui se sont dit maintenant que j'ai, mes enfants sont à l'école, j'ai payé leurs études, etc. C'est bête, hein. Il y a le côté j'utilise mon réseau pour monter ma boîte. Il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas fait d'études qui lancent des boîtes. Parce que évidemment, t'as pas grand chose à perdre, donc tu lances ta boîte. Mais vraiment, le plus vite et le mieux, quoi. Trop bien. Eh ben écoute, merci Will. C'était un plaisir de te recevoir sur ce en tête-à-tête juste avant l'été. Ouais, j'avoue. Voilà, merci à toi en tout cas, c'était cool. Merci à vous, chers auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux, je le disais en début d'émission. On fait une petite pause quand même pendant l'été parce que mine de rien, on a bien enchaîné. On a fait un live tous les 15 jours depuis janvier. Bravo. Et on se retrouve. Ouais, non, c'est cool. Du beau monde, surtout du beau monde. Hein, ouais, du beau monde. On a de la chance. Après, on a de la chance d'avoir des super invités voilà, le fait de te faire venir demain, je vais appeler les gens, je vais dire il y a Will de Superprof qui est venu. C'est sûr que c'est évident qu'on succès garanti. Succès. Exactement, succès garanti. Non, c'est cool. Et puis on se retrouve du coup tout début septembre. C'est pas bien, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus qui je reçois début septembre, mais c'est pas grave. On se retrouve début septembre pour, je crois, encore 6 ou 7 épisodes qui iront jusqu'à décembre. Voilà, je vous embrasse, à très vite. Bisous à tous. Bel été, ciao.